Dans l'esprit de la Cour de cassation, évidemment, il faut faire une distinction fondamentale entre le salarié qui est encore en poste et le salarié pour lequel le contrat de travail est rompu. Et les droits du salarié changent de nature au moment de la rupture du contrat de travail, puisque tant que le salarié est en poste, comme je l'ai dit, l'article 7 de la directive interdit de monétiser les droits à congés payés, donc c'est un droit à prendre effectivement des jours de congé. C'est pour ça on ne l'a encore jamais dit, mais on peut supposer que le délai de prescription applicable et le délai d'exécution du contrat de travail soit 2 ans. Mais en même temps, c'est sans doute un faux problème, pour une raison très simple, c'est que, imaginons un employeur qui refuse de reconnaître des droits à congés payés à un salarié au titre d'un arrêt maladie, et que le salarié soit obligé de saisir le Conseil des prud'hommes. De toute façon, si l'employeur refuse au salarié de reconnaître des congés payés au titre d'un arrêt maladie, par définition, il ne le met pas en mesure de prendre effectivement ses congés, et donc du coup, le délai de prescription, le point de départ, ne court pas, de toute façon. Donc, je pense que c'est un faux problème. Toujours est-il que, en revanche, lorsqu'il y a la rupture du contrat de travail, les droits du salarié changent, et ce sont des droits désormais à une indemnité compensatrice de congés payés, donc à une indemnité financière. Et donc il est évident qu'à ce moment-là, l'employeur n'est plus en capacité de mettre le salarié en mesure de prendre effectivement des congés, puisque par définition, le salarié n'est plus dans l'entreprise, et le salarié n'est pas non plus en mesure de prendre ses jours de congé, puisque, en effet, il n'est plus dans l'entreprise. Et il faut bien à un moment donné que le délai de prescription court. Sinon, on se retrouve sans aucun délai de prescription, ce qui n'est pas possible. Donc, nécessairement, le délai de prescription court au moment du départ effectif du salarié de l'entreprise. J'observe d'ailleurs que l'unique cas, me semble-t-il, dans la jurisprudence de la Chambre, où nous avons accepté de faire partie un délai de prescription postérieurement à la rupture du contrat de travail, c'est dans un cas extrêmement particulier qui est toute la question du préjudice d'ancienneté. Cela, évidemment, le préjudice d'ancienneté, notamment en matière d'amiante ou en matière de salariés qui ont travaillé dans des établissements classés, article 41 de la loi de 1998, on considère que le préjudice d'ancienneté naît au moment où ils apprennent qu'ils ont travaillé dans un établissement classé qui utilise massivement de l'amiante, et évidemment ça peut survenir des années et des années après la fin du contrat de travail. Même dans l'affaire extrêmement similaire à notre dossier actuel, c'est-à-dire d'une longue période d'illégalité, si l'on peut dire, de la situation juridique, je pense à l'affaire des Chibani, c'est-à-dire des salariés marocains engagés pendant des années à la SNCF sous un statut qui n'était pas celui du cadre permanent de la SNCF, avec une discrimination extrêmement claire en matière de la nationalité. Nous avons fait partir les délais de prescription de la fin du contrat de travail, soit départ à la retraite, soit licenciement, en estimant qu'ils avaient connaissance à ce moment-là, de toute façon, le fait générateur de la discrimination, ils en avaient connaissance dès l'origine de leur engagement. On considère en matière de prescription que la prescription court tant que le fait générateur perdure, notamment quand il s'agit d'une infraction continue, en quelque sorte, ce qui explique notre jurisprudence en matière de discrimination, où on fait partir le point de départ de la prescription du jour où le fait générateur cesse. Et donc, tant que le fait générateur, notamment en cas de salarié placé dans un indice de rémunération inférieur, tant qu'il est placé dans un indice de rémunération inférieur et qu'il perçoit tous les jours, enfin tous les mois, un salaire moindre, on considère que les prescriptions ne courent pas. Mais à partir du moment où il y a la rupture du contrat de travail, nous avons refusé, notamment dans l'affaire des Chibani, dans un arrêt encore très récemment rendu, de prendre en compte la connaissance par le salarié de l'étendue de son préjudice. Or, s'agissant ici des salariés en congé payé, il faut voir ce que signifie la reconnaissance de l'effet direct de l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux par les arrêts du 6 novembre 2018 à titre rétroactif depuis le 1er décembre, à la fois pour les employeurs et pour les salariés. C'est-à-dire que les salariés, du coup, sont présumés connaître leurs droits et avoir connaissance de leurs droits depuis le 6 novembre 2018 à titre rétroactif depuis le 1er décembre 2009 pour des arrêts maladie, donc, qui auraient lieu depuis le 1er décembre 2009. Et de la même manière, les employeurs
doivent savoir que était invocable devant eux le droit à congé payé de ces mêmes salariés en cas d'arrêt maladie depuis le 1er décembre 2009, ce qui explique d'ailleurs la disposition de rétroactivité, puisque je rappelle que dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la loi ne peut être rétroactive qu'à 2 conditions. La première, il faut un intérêt général suffisant. Je n'ai aucun doute sur le fait que mettre le droit français en conformité avec le droit de l'Union européenne et suivre les recommandations de la Cour de cassation qui avaient été faites il y a quelque temps, soit un intérêt général suffisant. Ensuite, il y a une seconde condition, qu'il faut que la loi rétroactive ne porte pas atteinte aux situations légalement constituées. Et donc, situation légalement constituée, ça veut dire qu'on ne peut pas imposer à l'employeur plus que ce que le droit de l'Union européenne imposait, parce que l'employeur ne peut pas invoquer une situation légalement constituée, il faut entendre le mot légalement au sens large, puisque depuis le 1er décembre 2009, il est clair, à titre rétroactif, que le droit français n'était pas conforme jusqu'à la 4e semaine avec le droit de l'Union européenne. D'où la mesure de rétroactivité qui se limite à ce qui est strictement exigeable des employeurs au titre du droit de l'Union européenne. C'est comme ça que je comprends le système. Pour avoir travaillé à la Délégation des affaires civiles et du Sceau dans un bureau législatif, je me permets de faire cette intervention sur les questions d'exigence constitutionnelle. Alors, ensuite, sur le délai butoir de 20 ans, Monsieur le professeur, je pense que ça sera très intéressant après le 1er décembre 2029, lorsque nous aurons des arrêts maladie postérieurs au 1er décembre 2029, mais je crains que ça sera à mon successeur de s'en préoccuper. Donc du coup, je me permets de ne pas réfléchir un peu plus sur ce sujet, mais en effet, la question est juridiquement intéressante. Moi, effectivement, je ne suis pas trop inquiète pour les salariés dont le contrat est encore en cours d'exécution, puisque de toute façon, l'amendement, par rapport à tout ce que vous avez dit, ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient quand même pas aller si frontalement à l'encontre de votre jurisprudence et des règles européennes, et ils ont sécurisé un délai pour agir qui me semble quand même relativement raisonnable pour les salariés dont le contrat est en cours, surtout avec le battage qu'il y a eu. Et donc, la situation qui mérite peut-être le plus sur un terrain purement pragmatique de réflexion, c'est pour les salariés dont le contrat est rompu. D'abord parce que j'entends bien qu'on va nous opposer les soldes de tout compte. Voilà, donc on verra ce qu'on en fait. Mais devant les conseils des prud'hommes, il va falloir batailler quand même sur cette question-là, le temps d'arriver à la faire éclaircir. Et puis sur la question de la prescription, en amont de l'amendement qui est sorti, avec plusieurs confrères du syndicat des avocats de France en commission de droit social, nous on pensait aller sur le terrain de la discrimination. Donc on pensait effectivement aller sur le terrain de l'article 1134-5, donc un délai pour agir de 5 ans, et ensuite une réparation intégrale du préjudice, donc plus de limite dans le temps, puisqu'on répare l'entier préjudice né d'une discrimination entre, en raison de l'état de santé, entre les salariés malades qui ont été privés de congés payés et les salariés qui n'ont pas été malades et qui ont acquis normalement leur congé payé. Donc via ce terrain de la discrimination, j'entends bien que l'état de santé ne fait pas partie de la discrimination au sens européen, hein, il n'y a que le handicap et il n'y a pas l'état de santé, mais là n'était pas le raisonnement. Le raisonnement, il est celui que la Cour de cassation a tenu. D'ailleurs, quand vous avez invoqué l'article 1132-1 pour dire que le droit à congé ne doit pas se limiter à 4 semaines, mais doit être étendu aux 5 semaines, parce qu'en droit français, justement, on ne doit pas faire de discrimination entre salariés malades et salariés non malades. Et donc, même avec cet amendement, je pense qu'on peut toujours aller sur ce terrain-là. Parce que même si la loi prétend rétroactivement redonner des droits, et donc toujours en faisant cette différence entre origine professionnelle ou non, là maintenant c'est plus 0 contre 2,5 pendant 1 an, c'est 2 au lieu de 2,5. Et on a vu que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État nous barrait la route de l'égalité de traitement, donc on va devoir se satisfaire de cette différence-là. En revanche, quand je suis en train d'examiner l'action en justice, le droit à agir,
moi je peux me placer sur le terrain de la discrimination puisque j'ai toujours, à la naissance de mon droit à agir, une différence de traitement discriminatoire en raison de l'état de santé, peu importe que rétroactivement, la loi ait prétendu le corriger avec une différence de traitement tolérée entre origine professionnelle ou non. Donc je suis bien toujours sur une problématique qui est née de mon état de santé. Donc toujours, même si la loi est intervenue, je pense, c'est très frais hein, cet amendement, donc je pose la question, j'étais bien plus certaine avant de pouvoir aller sur le terrain de l'article 1134-5. Maintenant, avec cette réforme, je sens que ça va compliquer la possibilité de l'invoquer devant le juge prud'homal. Je dirai après pourquoi, de toute façon, c'était très compliqué de l'invoquer devant le juge prud'homal avant que l'amendement sorte. Mais voilà, moi, je pense que je vais continuer à aller sur le délai pour agir de 5 ans et la possibilité ensuite de demander la réparation de l'entier préjudice sans limite de temps, en remontant dans le temps, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, le fait que le compteur de congés payés jusqu'à la rupture du contrat de travail n'ait jamais été corrigé fait que jusqu'à la rupture du contrat de travail, la discrimination a perduré. Donc l'idée n'est pas de demander ad vitam aeternam, mais pas 3 ans, mais 5 ans à compter de la rupture. Pour rebondir par rapport aux propos d'Isabelle, alors moi je ne suis pas si confortable que ça d'abord sur le fait qu'il n'y aura pas d'action. Là où je suis confortable, c'est sur le fait qu'on ne devrait pas avoir possibilité de la part de syndicats d'agir en demande de régularisation. Donc en tant qu'avocate employeur, pour moi, de ce point de vue-là, je suis rassurée. Sur les actions individuelles, je pense qu'on peut en avoir compte tenu du délai qui est retenu jusqu'au 1er décembre 2009, qui me semble tout à fait conforme à la jurisprudence européenne. Je n'ai pas complètement compris, Isabelle, l'argument sur la discrimination dans le cadre de la rupture, j'avoue. Moi, ce qui me choque, et Julien, tu m'interromps si j'ai mal compris, c'est qu'on puisse avoir non pas un délai de point de départ de prescription différent selon qu'il y ait rupture ou pas rupture, ça c'est complètement cohérent, mais si je comprends bien, les salariés dont le contrat de travail a été rompu, eux ne peuvent toujours agir que dans le cadre du délai d'action de 3 ans et pour les 3 années passées précédant la rupture. Et c'est là où je ne comprends pas. C'est ce que j'ai lu. Hein. C'est ce que j'ai lu. C'est quelque chose qui n'est pas clair, parce que là, je ne vois pas comment c'est compatible avec la jurisprudence européenne. Tu l'as lu aussi ? Parce que c'est quand même pas très clair. Il me semble assez clairement que, compte tenu de la gestion de la Cour de justice et le fait que le délai de prescription ne court pas tant que l'employeur n'a pas mis le salarié en mesure de prendre effectivement ses congés, pour les salariés dont le contrat de travail est rompu, ils peuvent demander sans limite durant toute la relation de travail les droits à congé. D'ailleurs, j'observe que dans un des arrêts, justement dans l'arrêt sur la prescription du 13 septembre, il s'agissait d'une salariée qui était enseignante, qui n'était pas sous un statut salarié, mais un statut de travailleur indépendant. La relation de travail avait duré 14 ans, et nous avons fait application donc du délai, du point de départ du délai de prescription tel que prévu par la Cour de justice, c'est-à-dire le jour où l'employeur l'a mis en mesure de prendre effectivement ses congés. Par définition, ce point de départ n'avait pas eu lieu de relation de travail, puisqu'il ne la considérait pas comme un salarié. Et du coup, nous avons cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait limité la période de rappel des congés payés à 3 ans. Et la salariée a droit, du coup, au rappel de congés payés sur les 14 ans de la relation de travail requalifiée en relation de travail salarié. Donc ça, il est clair que le salarié, il a 3 ans pour agir à compter de la rupture du contrat de travail, mais la période répétible porte, en tout cas sur toute la période de relation de travail, depuis en tout cas le 1er décembre 2009. Sur la question de la prescription, ça sera à la Cour de cassation d'en décider évidemment, mais je crains d'avoir un peu répondu déjà lors de ma première intervention, lorsque j'ai bien précisé que le fondement juridique de la solution de la Cour de cassation dans les arrêts du 13 septembre permettant d'écarter l'application des articles L3141.3 et L3141.5, ça n'est pas la discrimination et ça ne peut pas l'être, puisque l'article L1132.1 n'est pas une norme supérieure de droit par rapport à ces 2 articles de rang législatif. Donc c'est uniquement l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux qui permet d'écarter l'application. Donc une action du salarié qui serait fondée sur la discrimination serait impuissante
à obtenir d'écarter partiellement l'application de ces deux articles problématiques du Code du travail. Donc nécessairement, le fondement juridique efficace de l'action ne peut être que l'effet direct de l'article 31, paragraphe 2, donc du coup, a priori, 3 ans. Mais évidemment, ce sera à la Cour de cassation de le dire, et il n'est pas interdit de soutenir cette argumentation. Là, il s'agit d'invoquer la discrimination parce que, comme vous l'avez reconnu, faire une différence entre salariés malades et salariés non malades, c'est une discrimination. Et que le siège, donc, de l'action en justice du salarié, c'est la discrimination dont il a fait l'objet lorsque on ne lui a pas crédité ses droits à congés payés. Maintenant, je ne dis pas qu'il va porter ensuite le fondement de son droit à congé payé sur la discrimination, c'est par rapport à son délai pour agir, qui sera de 5 ans et non pas de 3 ans. Mais évidemment, il n'a même plus besoin, le salarié, à l'avenir, de plaider qu'il faut écarter le droit français. Le droit français, il est en passe d'être réformé. Donc les actions en justice, de toute façon, l'amendement prévoit sa rétroactivité. Donc de toute façon, pour le calcul de mes droits, je vais être sur le fondement de la nouvelle loi, et je vais bien être obligée de me satisfaire d'ailleurs de 2 et pas de 2,5 à cause de la manière dont c'est rédigé et du fait que je ne peux pas aller dire il n'y a pas d'égalité de traitement, etc. C'était ça l'objet de mes digressions un peu confuses peut-être. Mais pour rester sur le terrain de pourquoi 5 ans et pas 3 ans, parce que mon droit à agir m'est ouvert parce que, à la base, je suis victime d'une discrimination, laquelle, vous l'avez dit, cesse au moment où cesse mon contrat de travail, au plus tard, et donc je commence là mes 5 ans. Là, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez à propos de la question de l'étendue de la créance, y compris lorsque c'est un contrat qui a été rompu. Je pense que la question, en fait, le délai de forclusion, il n'a été prévu que pour l'action en justice, pour les contrats étant courts, pas pour la question de l'étendue de la créance qui me reste. Voilà. En revanche, il y a quand même un point où, alors, malgré tout, il y a peut-être une légère tension, il y aura peut-être une légère tension entre la loi et le droit européen malgré tout. C'est l'hypothèse de salariés qui invoqueraient les jours de congé sur le fondement de la directive, mais parce qu'eux, ils sont dans une relation verticale. Et là, éventuellement, on peut sans doute envisager qu'ils puissent remonter au-delà du 1er décembre 2009, puisque eux, ils ne se fondent pas sur la charte, mais sur la directive. Et là, la loi les bloque au 1er décembre 2009, et là, vous voyez, mon délai butoir, il peut revenir. Alors, en tout cas, c'est très très bien qu'on éclaircisse ce point, parce que je confirme, pour avoir lu quelques commentaires, qu'il y a une confusion sur le délai des 3 ans entre le délai d'action et l'étendue de la créance, notamment dans le satisfecit qu'on trouve du côté du patronat. Je pense que c'est très bien d'éclairer ce point. Ah, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a clairement une confusion ou un problème d'interprétation dans un certain nombre d'écrits qu'on voit dans la presse depuis quelques jours. Ce que fait la Cour, c'est qu'elle dit le délai de prescription, et d'ailleurs je pense que c'est pareil pour le solde de tout compte, c'est-à-dire c'est pris comme un obstacle à un droit fondamental. Et un droit fondamental, il peut être limité. À quel titre peut-il être limité? Donc c'est le raisonnement classique sur l'atteinte à un droit fondamental. Le délai de prescription, c'est une limite au droit fondamental. C'est comme ça qu'il est vu par la Cour. De même que serait tout obstacle à ce droit fondamental. Et donc le raisonnement ensuite est un raisonnement caractéristique du raisonnement qui s'applique en matière de droits fondamentaux. Est-ce que cette limite est justifiée? Pourquoi? Donc lorsque la question est posée à la Cour, c'est dans l'affaire allemande, la sécurité juridique est invoquée. Bon, ça paraît pas surprenant. Mais la Cour est un peu sceptique. Est-ce que la sécurité juridique, dans quelles conditions la sécurité juridique pourrait être un intérêt légitime? Alors il n'est pas dit que ça n'est pas un intérêt légitime, mais c'est pas si évident que ça puisse être une justification suffisante pour restreindre la limitation, pour restreindre le droit au congé comme droit fondamental. Et de toute façon, il y a le contrôle de proportionnalité qui s'applique. Et donc, et ce contrôle de proportionnalité est un contrôle, à la différence de ce qui est fait par le Conseil constitutionnel, un contrôle resserré, un contrôle étroit. Et donc là, on voit bien que tout ce qui va être discuté sur le délai de prescription change de nature, à mon sens. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc, c'est plus une question purement procédurale. Je trouve que c'est important parce que ça change les choses dans l'interprétation.